On va voir comment attaquer le Docker, hein, on a stabilisé à l'arrache le shell dans l'avant, précédente vidéo. Maintenant, il faut qu'on parle un peu Docker, un container. Bien comprendre que le Docker, en fait, si on doit faire l'analogie avec l'hyperviseur, on peut retrouver, des lieux communs. Par contre, un conteneur n'est pas une machine virtuelle. En théorie, pas. Vous allez voir que nous, dans les faits, ce conteneur est un petit peu particulier. Le principe du conteneur, c'est que j'encapsule une application, généralement une, avec les dépendances. Et ça va permettre d'avoir une interopérabilité, de porter cette application peut-être sur un processeur ARM ou sur un processeur x86, peu importe l'architecture, peu importe les dépendances, ça fonctionnera. D'accord? En fait, on s'est tous retrouvés dans cette situation. Tu télécharges sur Kali ou si tu fais un petit peu de dev, tu as codé ton programme en Python, tu le passes à un pote et tu le passes à un autre pote et tu as le premier pote qui fait attends, je comprends pas, moi, il marche pas ton programme, hein, ça me balance des erreurs. Et tu as le deuxième pote qui fait ah ouais, nickel ton programme, ça a super bien marché. Et là, tu te poses la question, tu fais mais attends, je comprends pas. On a tous le même Linux, hein, on utilise un Ubuntu, même version, mais problème de dépendance, peut-être problème de driver, etc., etc. Donc vous savez qu'on a des impondérables. Hein, et c'est le gros problème quand on fait du développement informatique, c'est la portabilité. Hein, en fonction du noyau Linux ou de la build, hein, du noyau du kernel Windows, des dépendances qui sont installées, des différents outils aussi, parce que des fois il peut y avoir des conflits. Bref, c'est un enfer pour le développeur. C'est pour ça qu'on a décidé de créer le conteneur. Hein, je vous avais fait la métaphore, le conteneur, on s'était inspiré tout simplement du fret maritime et je t'avais dit, moi je sais pas, je dois transporter des pastèques, de l'huile d'olive, des télé 4K et des voitures. Comment je fais, comment je peux mélanger tout ça? Ben en fait, on va tout mettre dans un conteneur et que tu me ramènes des bananes, des fruits, des légumes, des céréales, je m'en fous. J'ai une unité, cette unité c'est le conteneur. Moi, je vais mettre mon application dedans et je vais pouvoir les transporter sur notre bateau. Notre bateau, c'est quoi? C'est déjà un ordinateur physique. Ensuite, on a une couche au-dessus, c'est l'hôte avec son système d'exploitation. Ça peut être un Mac, ça peut être un Linux, un Unix, ça peut être un Windows. D'accord? Ensuite, on a une surcouche d'abstraction qui s'appelle le Docker Engine. Le Docker Engine, c'est vraiment en fait le haut du bateau. Hein, si tu veux, c'est là qu'on va commencer à poser nos conteneurs. Si tu vois un petit peu un porte-conteneur. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les conteneurs, ils ont chacun leur application. On voit mon conteneur 1, 2, 3, et chacun, ils ont une application. Application 1, 2, 3, avec l'environnement. Dans l'environnement, tu as tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Hein, typiquement, code, runtime, outils, système, bibliothèque, système, paramètres. D'accord? Donc en fait, là, on a notre shell. Il faut avoir le situational awareness, une certaine connaissance de la situation. Hein, je te dis, tu dois, dans ta tête, avec l'expérience, ça viendra, commencer à te faire une image, une représentation mentale de la machine que tu attaques. D'accord? Sa surface d'attaque en réseau, sa surface d'attaque applicative, et puis les défauts de configuration que tu dois aller chercher au niveau du noyau, mais aussi au niveau du système d'exploitation. Tout ça, c'est le plus dur à acquérir, mais quand tu auras les fondamentaux, tu vas commencer à te faire vraiment une image mentale, d'accord? Et quand tu vas hacker, tu auras toujours cette représentation, cette mind map. Alors au début, on se les télécharge sur l'ordinateur pour comprendre comment les choses fonctionnent, mais après ces mind maps, hein, ces cartes de l'esprit, tu dois te les intégrer dans ta tête, d'accord? C'est le plus dur, ça viendra avec le temps, je te rassure. Donc il faut une bonne connaissance. On a parcouru les fichiers, je vais vous remontrer, on a exploité notre LFI et je vais vous montrer des indicateurs qui clairement nous indiquent qu'on est sur un conteneur. Alors on va effectuer une énumération, on va récupérer quelques informations supplémentaires pour être sûr, hein, qu'on est dans un conteneur et dans ce cas-là, on va devoir s'échapper. Hein. On s'échappe d'un conteneur comme on s'échappe d'une prison. On appelle ça un jailbreak. Alors, tu connais peut-être le jailbreak. Le jailbreak, ça a plusieurs sens, d'accord? Le jailbreak, c'est quand on s'échappe d'un environnement de bac à sable. Ça peut être également un conteneur. Ça peut être également un environnement de sandboxing. Hein. Si je sais que je tourne avec un hyperviseur sur une machine virtuelle, attaquer une machine virtuelle, c'est pas intéressant. Je veux attaquer l'hôte. Hein, qui fait tourner ça. Rappelle-toi, je t'avais dit, on a deux types d'hyperviseurs. On a un type 1 et un type 2. En fait, le conteneur Docker avec le Docker Engine, ça ressemble plutôt à un type 2.
D'accord? Après, je t'ai dit, qu'est-ce qui différencie fondamentalement un conteneur d'une machine virtuelle? C'est que la machine virtuelle, elle aura tout son système d'exploitation. D'accord? Elle aura de multiples applications. À l'inverse du Docker, qui est minimaliste, généralement, qui a une seule application, qui prend beaucoup moins de place, beaucoup moins de ressources et qui se charge beaucoup plus rapidement. Hein. Donc, dans un sens, le conteneur est beaucoup plus efficient. Par contre, à sécuriser, il faut plus de connaissances pour bien sécuriser un conteneur qu'il ne faut pour sécuriser un hyperviseur type 2. Alors là, tu vas me dire, bon, c'est quoi alors du coup l'hyperviseur type 1? Ben, je t'avais expliqué que tu le retrouves dans le cloud, hein, généralement dans les centres de données. Un type 1, on retire cette couche d'abstraction, il n'y a plus l'OS. Alors tu vas me dire, mais comment ça tourne alors? Eh ben ça tourne directement sur le matériel. Tu sais qu'on a deux types d'émulation en informatique, si je dis pas de bêtises. Tu peux faire de l'émulation logicielle, utiliser les puissances de l'ordinateur, son temps de calcul, hein, pour émuler des choses. Ça, c'est l'émulation logicielle. Et ensuite, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente en termes d'électricité, en termes de puissance, puisqu'on va avoir des puces dédiées à ce traitement matériel. On a l'émulation matérielle. L'émulation matérielle va tourner directement sur le hardware. Tu comprends bien que plus on en revient à nos couches d'abstraction dans un modèle logiciel ou matériel, mais plus tu bosses en bas niveau, plus ça va être efficace, d'accord? Moins tu auras d'appel système et ce qu'on appelle d'overhead ou de draw call. Hein. Techniquement, c'est les appels qu'on va faire. Si je suis en bas niveau, je peux communiquer directement avec la couche physique, d'accord? Et j'aurai pas tous ces processus, toutes ces couches d'abstraction logicielle qui vont malheureusement me faire perdre. Hein. Si je te fais un parallèle encore une fois, le Python est interprété. Il est beaucoup moins efficient qu'un langage qui est compilé, comme le C, le C++ ou le C#. Et le C#, eh ben, il est un petit peu plus lent que le C++. Pourquoi? Parce qu'il y a une surcouche qui permet de faire fonctionner le .NET, le .NET, hein, le NetCore, tout ça. Et du coup, tu vois, à chaque fois que tu rajoutes une strate, le gâteau, il est plus beau. Hein, ça devient un millefeuille, mais plus tu rajoutes de couches, plus ça devient complexe. Plus ça devient complexe, plus c'est dur à sécuriser. Et plus il y a de couches, plus généralement tu perds en performance. Ça, c'est un modèle que tu retrouves, hein, que ça soit en ingénierie ou nous en cybersécurité. Je te fais tout le temps la métaphore du colosse au pied d'argile. Plus ton système est simple, minimaliste, plus il est facile à défendre, à sécuriser et il est résilient. À l'inverse, en ingénierie, plus ton système est vaste, complexe, plus petit à petit, tu perds cette appropriation que tu avais. Hein. C'est toi qui as défini les spécifications, le modèle, tu as construit ton système. Hein. La couche applicative, la couche matérielle. Mais plus tu rajoutes des strates, plus ça le complexifie. Et à partir de là, parfois, tu perds la main sur ton projet. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il devient trop complexe. Trop complexe à maintenir, trop complexe à sécuriser. Et parfois, vous le savez, hein, c'est propre au développement, mais tu vas avoir des ingénieurs qui vont partir à la retraite, tu as des jeunes qui reprennent le projet et on ne sait plus le maintenir. D'accord? Ça fait trop longtemps. Où le projet tourne sur des langages qu'on n'utilise plus. On ne sait plus programmer. Tu connais le Fortran? Est-ce que tu sais maintenir un projet en Fortran? Moi, je sais pas. Le COBOL? D'accord? Donc on a des vieux langages et on se retrouve tous les jours avec ce genre de problème. Par exemple, dans certaines centrales, on a des systèmes qui sont désuets, qui utilisent des langages de programmation d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc je m'arrête là. Revenons à mon Docker, c'est mon gros défaut, vous le savez, je suis une vraie pipelette. Notre Docker, ce qu'il faut comprendre, c'est, si je reprends la documentation Docker, le conteneur, c'est une unité standard de logiciel qui impacte le code et toutes ses dépendances de sorte que l'application s'exécute de manière fiable d'un environnement informatique à un autre. Interopérabilité. Une image de conteneur Docker est un package logiciel léger, autonome, exécutable, qui inclut tout ce qui est nécessaire pour exécuter une application. Je vous disais code, runtimes, outils système, bibliothèque, système et paramètres. Bibliothèque, système et paramètres. Autant pour moi. Alors, pareil, faire des cours Docker, c'est au-delà de mon intelligence et de mes connaissances. On va résumer très trivialement, comme je sais si bien faire avec mon petit cerveau. Et pas que. Donc les conteneurs ont des capacités de mise en réseau. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre, et leur propre stockage de fichiers. Alors, ils y parviennent, si on vulgarise, grâce à 3 composants du noyau Linux. Encore une fois, là, on voit la puissance du noyau Linux qui est partout. Hein, je vous le disais, je vous parlais du système embarqué dans la précédente vidéo, dans nos IoT. On a également le noyau Linux, sans lui, on ne pourrait rien faire dans
nos Docker. Alors, il y a 3 composantes qu'il faut retenir, le namespace, les process et les groupes. Alors, on parle d'espace de nom et ce qu'on appelle l'overlay FS. FS comme file system. On pourrait le traduire par superposition du système de fichiers. Alors, on va s'intéresser aux espaces de nom ici, parce qu'après tout, ils sont au cœur de ce que nous, de ce qui nous intéresse ici. Les espaces de nom, ils sont séparés essentiellement. Donc, on pourrait dire que les espaces de nom séparent essentiellement les ressources système, telles que les processus, les fichiers et la mémoire des autres espaces de nom. D'accord? Donc, on a cette concomitance entre différents workspace, espace de nom, namespace, pardon, autant pour moi, et chaque processus exécuté sous Linux va se voir attribuer classiquement, vous connaissez, un PID. D'accord? Donc un identifiant de processus unique et un espace de nom. Alors les espaces de nom, c'est vraiment la façon dont la conteneurisation est réalisée. Les processus ne peuvent voir que le processus qui se trouve dans le même espace de nom. Donc en théorie, pas de conflit. C'est l'avantage. Vous prenez Docker, par exemple, chaque nouveau conteneur va s'exécuter en tant que nouvel espace de nom, bien que le compteur puisse exécuter plusieurs applications. Et à son tour, vous l'avez compris, processus, au pluriel. Prouvons le concept de conteneurisation en le comparant au nombre de processus qu'il y a dans un conteneur Docker, qui exécute un serveur web par rapport au système d'exploitation hôte. On a un système d'exploitation, c'est l'hôte, qui va faire tourner Docker. Dans le Docker, tu n'as que ton serveur web. Mais sur le système d'exploitation, que ce soit un Linux ou un Windows ou un macOS, lui, il fait tourner bien d'autres applications. Il va faire d'ailleurs tourner le Docker Engine, qui permet de faire tourner lui-même à son tour le conteneur. D'accord? Donc, on se retrouve avec la même logique, puisque qui dit noyau Linux dit système de fichiers. D'accord? Donc, on se retrouve avec ce que vous connaissez sous Linux. Pour vous-même, de prime abord, vous allez vous dire, je suis sur une machine Linux. Et non, tu es sur une machine conteneurisée. Alors, on va voir déjà les petits marqueurs, les choses qui doivent attirer ton œil quand tu audites et tu dois te dire, là, ça sent pas bon. Il va falloir s'échapper de la prison. Alors, je vais relancer l'attaque. Ok. Alors, je vous disais, le premier truc qui doit vous attirer, regardez quand même. Là, j'ai quoi? Techniquement, le prompt, c'est tout le temps pareil. Là, c'est Toto le hacker, @ qui est connecté quoi? À la machine. La machine, elle a un hostname, elle a un nom d'hôte. Chez moi, elle s'appelle RedOps. Tu l'as compris. Ici, regarde, c'est www.data. Alors là, tu peux te dire, oui, ok, je comprends tout à fait. Pourquoi? On a compromis le serveur web. C'est du Nginx ou du Apache 2. C'était du Apache en 2.4.29. D'accord. Donc, c'est du Ubuntu, c'est du Apache. Je comprends. J'arrive à compromettre le serveur web qui fait tourner l'application. C'est normal que je me trouve www.data. Je t'avais expliqué qu'on initialise en route le service, le daemon Apache, pour initialiser notre serveur, établir un socket. Là, c'est en bas niveau. Et tout de suite après, quelques secondes après, on drop les privilèges. On abandonne nos privilèges route au profit de www.data, qui fait partie du 33. Le root, c'est le 0, rappelle-toi. Donc, pour des raisons de sécurité, justement, si le serveur vient à être compromis, que ça soit une VM, que ça soit un vrai serveur hôte ou un conteneur, le pirate, moi en l'occurrence, se retrouve non pas root, mais avec www.data. Donc, non seulement il va falloir qu'on fasse une escalade de privilèges, mais à la limite, router un conteneur, quelle est l'utilité? Moi, je veux m'échapper du réseau. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais te mettre le diagramme. Le conteneur, lui, est compartimenté. Il est conteneurisé, mais il est aussi compartimenté. Le réseau est segmenté. D'accord? Il tourne sur une interface qui est privée, qui est en 192, en classe C. Mais moi, de l'extérieur, tu as bien compris qu'il a fallu que j'attaque l'interface publique du serveur web qui fait tourner le conteneur. Et maintenant, je suis dans le conteneur. Maintenant, il faut qu'on fasse l'opération inverse. Il va falloir qu'on s'échappe du conteneur et grâce à ce serveur web, ça va nous servir de proxy. Ça va être notre cheval de Troie pour attaquer maintenant le reste des machines qui sont présentes sur le réseau. Mais comme le conteneur est conteneurisé, je ne peux pas attaquer les autres machines, je ne peux pas pinguer les autres machines. Donc il faut qu'on trouve une solution. Donc le premier truc qui doit attirer ton œil, c'est ça.
hein. C'est que tu vas voir quand tu montes des conteneurs sans leur donner de nom, tu as une nomenclature qui est assez particulière. Et là, tu vois que est-ce qu'une personne humaine aurait quoi? Généralement, on essaye de se faire des penses bêtes. Pourquoi j'ai appelé ma machine RedOps? Pourquoi j'ai une autre machine qui s'appelle NSA? Mais parce que je les retiens, hein. Je retiens. Je sais, hein, dans ma tête, je sais quelle machine est laquelle. Et pourquoi on fait ça? Bah, parce que les humains, on fonctionne pas comme les ordinateurs, tu l'as bien compris. Donc là, tu vois que on dirait bien que c'est un ordinateur, hein, qui a donné cette nomenclature. En tout cas, c'est bizarre. Donc ça, c'est le premier truc qui doit attirer ton œil. Ensuite, on peut faire un PSA-UX pour voir les processus. Hein. On voit le wdata qui fait tourner l'Apache, le service Apache. Hein, ben c'est normal. Je t'ai dit que c'est le root qui l'initialise. Et intéressant, hein, on retrouve le port, hein, qu'on avait vu. Il y a visiblement du MySQL. Alors, MySQL, le premier truc qu'on pourrait faire, c'est quoi? C'est chercher à se connecter, hein, essayer de forcer. Je dis, vas-y, root sans mot de passe. Mais il faut un mot de passe, d'accord? Et si je tape root, je pense pas que ça soit le bon mot de passe. Donc, il nous faut une autre solution. Alors, si on s'échappe un peu, on voit qu'on se retrouve avec une architecture on ne peut plus classique. Je vais afficher les fichiers cachés et tu vois qu'il y a clairement quoi? Il y a un fichier qui s'appelle doc environnement, docker env. Donc là, déjà, hein, il n'y a plus de doute à avoir. Hein. Il est caché, mais tu vois qu'avec un ls-la, tu peux le voir. Et là, on est sûr qu'on est dans un environnement. En effet, je peux pas me baser uniquement sur le nom, hein, de la machine, le hostname. Donc, il nous faut creuser. Alors, en fait, ça, les conteneurs, ils permettent de fournir des variables d'environnement, d'accord, à partir du système d'exploitation hôte. Ça se fait grâce à notre fichier docker env, d'accord. Le fichier il se trouve tout le temps à la racine, hein, mais c'est le cas. Là, on le voit, je suis à la racine de mon système de fichiers. Je vais zoomer pour toi. Si je fais un pwd, on est bien à la racine, d'accord. Et tu peux pas le faire disparaître. C'est-à-dire que quand bien même il y aurait aucune variable d'environnement, ce fichier sera toujours présent, d'accord. Donc c'est le meilleur indicateur pour nous pour comprendre que on est dans un pot de miel, hein. Pas vraiment un pot de miel, mais pour l'instant, on est en prison. Il va falloir s'échapper de la prison. Alors comment on peut s'échapper de la prison? Ben on va voir un petit peu ce qu'il en est. Hein. Je vais lui dire à la racine, mais ça j'y suis déjà, hein, et ls, LH, hein, pour voir également aussi de la taille, hein, le H pour le human readable, hein, pour voir un petit peu les tailles. Là, je vois que c'est en kilo-octets, hein, c'est beaucoup plus simple à lire que simplement ça, puisque nous, pour 4096 quoi, octets, c'est 4 kilo-octets, tu l'as compris, d'accord. Donc pensez à faire le petit H ou le grand H pour savoir un petit peu la taille, hein, de vos fichiers, de vos arborescences. Alors, ce qu'on peut essayer de faire aussi, on est d'un proc, donc on va y aller. D'accord. Voilà. Et là, si tu regardes bien, bah, pareil. Nouvel indicateur, nouveau pattern que tu dois repérer. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ils sont tous notifiés en tant que quoi? Ok, device, perfect, blablabla, bla, 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 mais Docker. 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 T'as compris. D'accord? Donc, pas de chance. Hein, il va falloir que on attaque le Docker pour pouvoir s'échapper de la prison. Donc maintenant qu'on sait qu'on est dans un conteneur Docker, il n'y a plus de doute à avoir, vous l'avez compris, on doit continuer. Hein, comprendre, avoir le situational awareness, cette connaissance de la situation. Continuer à énumérer pour comprendre, hein, les chemins d'attaque qui pourraient éventuellement me permettre maintenant d'attaquer le conteneur. D'accord? On sait que le conteneur, c'est un élément critique du serveur. On va chercher à comprendre les défauts de configuration et peut-être les failles inhérentes qui nous permettraient d'attaquer le conteneur et de s'échapper, que nos communications maintenant puissent aller ailleurs. Hein. Donc un élément essentiel pour avoir cette connaissance de la situation, comme on dit, encore une fois, c'est un terme employé de l'armée, consiste à identifier les informations sur le réseau et l'hôte. Hein. Donc ça va être fait via, vous le savez, énumération, scan de port, ping sweeping, on va faire de l'analyse de port et utiliser nos outils réseau, comme d'habitude. D'accord? Donc on va couvrir les fondamentaux, hein, les bases que vous devez avoir lorsque malheureusement vous êtes dans un environnement dit limité, containerisé,
pour obtenir des informations et récupérer un maximum d'informations pour mapper votre environnement, mapper votre surface d'attaque, comprendre comment ça fonctionne et parfois utiliser des choses très rudimentaires. D'accord? Si tu peux pas pousser des trucs sur le conteneur, eh ben commence à crafter toi-même. Hein. Un scan de port en bash, en Python, tu dois apprendre. À savoir, en quelques lignes de code, faire une boucle for, itérer jusqu'à que on ait parcouru un subnet. Ça, tu peux le faire en quelques lignes, d'accord? Que ça soit en bash, en Python. Je t'avais montré comment faire. Je t'avais fait des vidéos là-dessus, d'accord? Donc, on va pas commencer avec Nmap et tout ça. On fait avec les moyens du bord. Mais c'est pour ça que tu dois avoir un minimum de base pour savoir coder tes outils. Coder tes outils, coder tes exploits. Après, quand tu deviendras très bon directement sur la machine que tu pirates. Et si tu as un compilateur, mais c'est une aubaine, c'est une faille de sécurité. Tu vas pouvoir compiler le code pour l'architecture et pirater la machine.